problèmes sont nos problèmes, dixit le Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga s'adressait ainsi au groupement malien des professionnels du pétrole reçu en audience. Le GMPP est venu partager avec lui certaines de ses préoccupations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en carburant et assurance lui a été donnée qu'une porte de sortie sera rapidement trouvée à la crise actuelle. Parlons toujours de la crise de carburant qui secoue le pays. Nous écouterons tout à l'heure l'appel à la résilience de nos autorités traditionnelles et religieuses à l'endroit des populations maliennes. Tous demandent le calme et la responsabilité de tout un chacun face à l'histoire pour un Mali en paix et dans la cohésion. Sensibilisation sur l'apatridie et la loi portant statut de l'apatridie au Mali. Un atelier pour permettre aux participants de mieux cerner la problématique. Une initiative du ministère de la Justice. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Direction la primature où a eu lieu ce matin cette audience, une entrevue très significative face à la crise qui traverse actuellement notre pays. En question, l'approvisionnement du pays en carburant. Le groupement malien des professionnels du pétrole est venu partager avec le Premier ministre certaines de ses préoccupations et son engagement à surmonter les obstacles afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du pays. L'entité a porté aussi sur la sécurisation des citernes et des chauffeurs. Et au nom du président de la transition, le chef du gouvernement de rassurer les membres du GMPP qu'une porte de sortie sera rapidement trouvée à la crise actuelle. Le général de division, Abdoulaye Maïga, n'a pas manqué de leur faire comprendre qu'en tant que Maliens, leurs problèmes sont les leurs également. Nous vous proposons d'écouter Ibrahim Touré, le secrétaire permanent du groupement malien des professionnels du pétrole. Il est au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. La rencontre a été vraiment très fructueuse. Le Premier ministre nous a reçus. Nous avons introduit la demande d'audience hier et aujourd'hui il nous a reçus et il nous a rassurés. Je ne vais pas citer tous les problèmes que nous avons, mais 90% de nos problèmes, il nous a donné la rassurance qu'ils seront pris en charge par l'État et par les partenaires bancaires, Inch'Allah. Donc ça nous rassure et ça nous motive. Et même la prise en charge de la sécurité des chauffeurs, des camions et des produits, là aussi, il a donné des engagements qui nous permettent de motiver les chauffeurs à continuer à conduire. Et maintenant, ils seront rassurés. Quand on va retourner, ce qu'on va dire, ça va les rassurer. Que désormais, ça ne serait plus comme par le passé. Ils seront sécurisés et puis ils vont continuer à faire leur travail. Et le pays sera approvisionné tant que nous pouvons le faire. Il faut que les Maliens soient encore résilients. C'est pas une petite affaire qu'on peut dire que ça va se terminer aujourd'hui ou demain. Mais nous sommes là-dessus, nous allons continuer à le faire. Malgré tous les problèmes que nous rencontrons, nous allons continuer à le faire derrière les FAMA et avec l'assurance que le Premier ministre vient de nous donner pour nous accompagner et nous assurer. Et assurer aussi nos moyens de transport. Et c'est ce qu'on appelle joindre l'acte à la parole, tout juste après l'audience accordée au GMPP. Le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, s'est réuni avec les membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. À l'ordre du jour, le suivi de la mise en œuvre des axes du plan d'action stratégique pour la gestion de la crise de carburant. Le comité a fait le point de la situation tout en saluant la tenue d'un certain nombre de rencontres entre les départements ministériels et les fêtières. À la lumière des exposés et des débats, il ressort qu'il faut élaborer un chemin de dispatching coordonné des citernes. La réunion a également évoqué la nécessité de la traçabilité des citernes qui transportent le carburant. Ce chemin sera d'ailleurs élaboré demain mercredi. À la réunion, on note la présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables des services de sécurité et de l'administration. Il est évident que la quête du liquide précieux provoque des attroupements et des files particulièrement longues qui, par endroits, débordent sur la voie. Cette situation entrave la fluidité de la circulation et peut avoir des conséquences sur la sécurité publique. Pour minimiser ces risques réels, le commandant de sécurité routière, Panama Damélé, en appelle au sens de civisme des usagers. On l'écoute. C'est avec une très grande reconnaissance que nous saluons la résilience du peuple face à la pénurie
de carburant et sa détermination à découdre avec la forfaiture. Nous voudrions solliciter la bienveillance, le civisme de nos compatriotes à respecter l'ordre d'arrivée aux stations de vente de carburant. Il s'agira donc d'éviter les bousculades, les débordements des chaînes sur les routes pouvant créer de sérieux bouchons qui peuvent entraver les ambulances, les véhicules de la protection civile, d'acheminer un blessé grave, une femme enceinte vers les services d'urgence et d'empêcher les autres usagers de vaguer à leurs préoccupations. Nous espérons compter sur la bonne compréhension de nos concitoyens pour que tout le monde puisse avoir le carburant en toute sécurité. Les plus hautes autorités vous rassurent que toutes les dispositions sont prises pour trouver une solution idoine et définitive à ce problème. Voilà, c'était là le commandant du groupement de la circulation routière Panama Dambélé qui en appelait au sens de civisme des usagers. Toujours en parlant de la crise d'approvisionnement du pays en carburant, les familles fondatrices de Bamako, l'association des groupements évangéliques du Mali et la conférence épiscopale du Mali appellent au calme et à la responsabilité de tout un chacun. Elles en appellent également au sens de patriotisme des Maliens à se serrer les coudes pour traverser encore une fois ensemble ce moment de panne sèche dans nos quotidiens au nom de la paix au Mali. Nous vous proposons d'écouter successivement Mamoutou Niaré, patriarche des Niaré, par intérim, Jonas Dambélé, président de la conférence épiscopale du Mali, le révérend Nou Ag Infa Yatara, président de l'association des groupements évangéliques du Mali. Ils sont au micro de Tamsir Diabaté et Tchédje Kamara. Au nom des familles fondatrices, Niaré, Touré et Dravé, je viens ce soir demander encore de la résilience aux populations, que chacun accepte de se sacrifier pour ce pays. Les gens ont fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Donc il faut que les gens sachent où aller, comment aller, ne pas écouter les diversions, écouter ce qui a été dit par les autorités et essayer de les suivre et de les protéger. Nous saluons la mémoire de ceux qui sont tombés pour ce pays, que ce soit militaires ou civils, ceux qui ont perdu leur bien, ils ont perdu pour le pays. Je demande à tout le monde d'être résilient, d'être compréhensif et ne pas écouter les camps de rantons. Je profite pour inviter mes pères, tous les détenteurs des pouvoirs traditionnels et ancestrales, de parler avec les gens, de solliciter les gens à la résilience, au pardon. Ils sont invités à s'impliquer pour que la paix puisse revenir dans notre pays. La GMPM lance un appel à tous nos concitoyens et concitoyennes en vue d'obtenir leur sursaut de patriotisme. Nous saluons la résilience de la population malienne face à de nombreux défis. Nous invitons les uns et les autres à plus de solidarité en conformité à nos cultures et à nos pratiques sociales séculaires. Nous avons foi en Dieu, que tout ceci est passager. Nous saluons les efforts déployés par les autorités face à ces épreuves que vivent les populations. Nous les exhortons à redoubler d'efforts pour solutionner les soucis concernant notamment le carburant, l'électricité et la sécurité. L'Église évangélique protestante du Mali s'engage dans les prières d'intercession et de jeûnes multipliés pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu afin que ces temps difficiles soient abrégés pour la paix, la tranquillité et le bien-être de nous tous, conformément à la parole de Dieu. Au nom des évêques de la conférence épiscopale du Mali et au mien propre, regardons du côté de notre foi en Dieu, de qui nous devons notre existence sur cette terre.
chers frères et sœurs en Christ, c'est tous ensemble que nous devons demander à Dieu de faire de notre pays, le Mali, un pays de justice et de paix. C'est pourquoi les évêques du Mali invitent les communautés chrétiennes catholiques à prier, à persévérer dans la prière pour la paix au Mali. Aussi, ils demandent à toutes et à tous d'être artisans de paix, artisans de justice, de pardon et de réconciliation. Qu'ils donnent à tous les citoyens la sagesse et la conscience nécessaires pour rechercher avant tout et par-dessus tout le bien commun. Et pour être tout à fait complet, dans ce communiqué déposé à notre rédaction, le Conseil national de la société civile tient à adresser un hommage solennel à la résilience inébranlable de notre peuple face à l'adversité. Les Maliens font preuve d'un courage et d'une détermination exemplaire, digne des plus grandes pages de notre histoire. Le Conseil exprime son soutien indéfectible au gouvernement malien qui, malgré les défis immenses, multiplie les efforts pour trouver les solutions à cette crise critique. C'est dans l'union sacrée que notre nation puisera la force nécessaire pour surmonter ces contraintes. Le Conseil salue et félicite tous les opérateurs économiques pour leur rôle crucial, citoyen et patriotique dans cette période où chaque geste compte pour maintenir la stabilité et soutenir l'effort national. Et dans ce communiqué de l'état-major, dans la matinée du 20 octobre 2025, les forces armées maliennes FAMA, dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, ont mené une reconnaissance offensive. Cette opération a été menée sur la base de renseignements faisant état de la collecte de zakat dans le village de Djakorowere, situé à l'ouest de Dougabougou, dans la région de Ségou. L'opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes qui raquettaient les populations et de saisir un important lot de matériel comprenant notamment des motos, des armes, des munitions, du matériel de communication, une centaine de sacs de riz, des produits pharmaceutiques, des tenues militaires et du matériel informatique. L'état-major général des armées félicite les forces engagées dans cette opération ainsi que l'ensemble des forces armées maliennes qui se battent jour et nuit pour la préservation des droits fondamentaux du peuple malien. Arrêtons-nous un instant sur ce concept. L'apatridie, certains connaissent déjà sa signification, d'autres peut-être pas. C'est l'état d'une personne sans nationalité légale. Ici au Mali, on se penche sur la problématique. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux et ses partenaires sensibilisent sur l'apatridie et la loi portant statut de l'apatridie au Mali. Autrement, permettent aux participants, à travers des communications programmées, de mieux cerner le concept, comme nous le montre ce compte rendu signé Youssouf Diakité, Seriki Koulibaly. L'apatridie est un concept qui désigne un individu comme sans nationalité légale. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Justice, s'attaque à cette préoccupation afin d'apporter des réponses concrètes. Et l'organisation de cet atelier d'information et de sensibilisation sur la loi portant statut de l'apatridie au Mali est une parfaite illustration. L'atelier est organisé en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En se référant aux instruments juridiques, notamment la Convention relative au statut de l'apatridie de 1954, l'apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Cette sensibilisation aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre des actions visant à éradiquer ce fléau dans nos familles, nos communautés et disons sur notre pays d'hospitalité qui est le Mali. L'apatridie est la situation d'une personne auquel l'État le reconnaît comme son ressortissant en application de sa législation. Définie comme telle, l'apatridie est un phénomène qui dénie à l'individu le droit de réclamer à un État la réalisation des droits liés à la qualité de citoyen. Ainsi, les personnes ou les groupes de personnes touchées par l'apatridie vivent au quotidien des situations discriminatoires qui les mettent dans bien des cas en marge de la société. En un mot,
La vie d'un apatride est une vie émaillée d'atteintes aux droits de l'homme. Convaincus des conséquences dramatiques de ce phénomène, les autorités maliennes se sont attelées dès l'accession de notre pays à l'indépendance à l'adoption des mesures législatives et institutionnelles pour prévenir et lutter contre l'apatridie. Il s'agit surtout de créer un cadre permanent de dialogue pour faire face aux défis liés à la gestion de l'apatridie. Et dans ce journal, nous allons avec toutes les personnes en situation de handicap réapprendre à marcher, bouger, travailler ou vivre normalement, tout simplement. C'est le défi que se lance en tous les cas le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Ce mardi, il vient de lancer la 4e édition du Symposium national de la réadaptation physique du Mali, une rencontre nationale qui offre un cadre d'échange d'expériences et de partage de bonnes pratiques, mais aussi de réflexion sur les politiques publiques à mettre en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap ou blessées de se sentir écoutées et prises en charge. Les organisateurs ont choisi le thème « Unir nos efforts pour un secteur de la réadaptation durable et performant au Mali, enjeux, défis et perspectives ». Maïmouna Guindo ou Marca Traoré. Donner une nouvelle impulsion aux activités du secteur de la réadaptation physique tout en redonnant espoir à ceux qui ont perdu une partie de leur capacité motrice. C'est l'objectif que se fixent les responsables du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. La 4e édition du Symposium national de la structure réunit experts et partenaires autour d'un même idéal, bâtir un système de réadaptation plus durable et performant au service des personnes en situation de handicap. L'objectif de ce symposium est de renforcer la collaboration entre toutes les parties prenantes afin d'améliorer la performance, la durabilité et l'intégration du secteur de la réadaptation physique dans notre système national de santé. Ce rendez-vous intervient à un moment crucial alors que notre pays s'engage résolument dans la construction d'un système de santé plus inclusif, plus équitable et plus performant. Le thème de cette édition met en lumière la nécessité d'une collaboration renforcée face à des défis majeurs, notamment l'accès encore limité aux services de réadaptation, la pénurie des ressources humaines qualifiées, l'insuffisance de financement, la nécessité de moderniser nos infrastructures et nos équipements. Le Comité international de la Croix-Rouge et Humanité et Inclusion, partenaire du secteur, accompagne activement ce symposium, un rendez-vous annuel qui se veut une plateforme privilégiée d'échange, d'analyse et de partage des expériences au service de la réadaptation physique au Mali. Au Mali, le conflit a accru la vulnérabilité des personnes en situation de handicap, estimée à 3 359 322 au Mali, dont 111 977 auraient besoin de l'appareillage orthopédique. Selon l'OMS, particulièrement le nord et au centre du pays, rendent l'accès aux centres de réhabilitation physique difficile. Le CICR, à travers son département du PRP, est resté l'un des principaux acteurs soutenant le secteur de la réadaptation au Mali. Nous devons nous unir autour d'une stratégie nationale de réadaptation ambitieuse et opérationnelle. S'inspirant des recommandations de l'OMS, cette stratégie doit servir de cadre fédérateur pour intégrer pleinement la réadaptation à tous les niveaux du système de santé, des soins communautaires aux structures tertiaires, en assurant son accessibilité, sa qualité et sa pérennité. Dans l'agenda de cette rencontre, plusieurs communications seront faites dans le but de proposer des alternatives visant à bâtir un système de réadaptation plus inclusif et performant. Allez, à présent, je vous amène au Salon du marché international des technologies agricoles. Jusqu'au 24 octobre, à l'Hôtel de l'Amitié, cet événement de haute portée sera un espace d'échange et de partage. Plusieurs organismes de recherche et de vulgarisation des technologies agricoles adaptées à nos terroirs sont sur place, dans des stands où ils exposent leur savoir-faire. Parmi eux, l'IFDC, le Centre international de développement des engrais, présent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La structure travaille à vulgariser des techniques agricoles et des fertilisants. Husseini Touré nous en dit plus. En cette deuxième journée du marché des technologies agricoles, l'heure est au panel thématique, tous liés au thème générique de cet événement, à savoir
innovation et technologies agricoles. L'IFDC est l'une de ces organisations ayant beaucoup œuvré dans ces domaines. Il dispose d'une coordination régionale basée à Ouagadougou avec des antennes nationales au Mali et au Niger. L'amélioration des sols et leur valorisation constituent le cœur de métier de l'IFDC. L'IFDC, créé depuis 1974, intervient au Mali depuis 2001. Donc près de 24 ans actuellement, et nous travaillons avec les petits producteurs et pour les accompagner, à renforcer leurs capacités, à promouvoir les technologies agricoles, à faciliter l'accès aux intrants agricoles et à faciliter aussi tout ce qui est environnement favorable pour faire émerger la productivité et l'accès au marché. Et nous sommes là actuellement à travers le programme Sol Value. Et Sol Value qui est un programme qui a démarré en 2024 et pour 10 ans jusqu'en 2033. Et Sol Value travaille dans les 4 pays, Burkina Faso, Mali, Niger et le Nigeria, et dans le développement des technologies afin d'aboutir à la question de santé et de fertilité des sols. L'antenne nationale est dirigée par Niamoy Traoré avec un portefeuille d'activités bien structuré autour de la vulgarisation des technologies et produits adaptés. Pour MITA, le marché pour les innovations et la technologie agricole pour cette année où le Mali a abrité. Donc, Sol Value a participé pleinement au MITA. Donc, c'était une occasion pour nous aussi de présenter les technologies qu'on a à notre niveau. Donc, dans la mise en œuvre des activités du programme Sol Value, nous avons mené différentes activités comme la formation des producteurs sur la formation en cascade sur la gestion intégrée de la fertilité des sols. En plus de ça aussi, nous avons la technologie, le Zainer. C'est un appareil mécanique qui sert pour faire les ailes. Donc ça rentre dans le cadre de la conservation des sols. Donc c'est une aussi technologie qui est vraiment sollicitée, qui va aider les producteurs dans le cadre de la restauration des sols. Le marché des innovations et technologies agricoles, c'est aussi des panels thématiques qui permettront une bonne circulation de l'information technologique et de l'innovation. Les activités du MITA se poursuivent jusqu'au 24 octobre 2025 dans les locaux de l'Hôtel de l'Amitié. Dans le village de Koukoudja, Muntougoula, la société privée de production et de distribution d'intrants et de matériels agricoles ouvre ses portes aux paysans des villages environnants venus de Falani, Sebela ou Koukoudja. Ces derniers ont pu découvrir dans 3 champs d'expérimentation de nouvelles variétés de semences certifiées à cycle court et à rendement élevé. D'autres détails avec nos envoyés spéciaux Batraouré et Sidi Moribo Dambeli. Les nouvelles variétés de niébé, de sorgho et de maïs sont à la une de cette journée porte ouverte. Elle a lieu dans la parcelle de démonstration de Dindé SAS, la société privée de production et de distribution d'intrants et de matériels agricoles. Les paysans des villages de Falani, Sebala et Kungodia dans la commune rurale de Muntougoula se sont donné rendez-vous pour des échanges sur les semences vivrières certifiées climato-intelligentes et à forte valeur nutritionnelle. Mes expérimentations, on a environ 17 variétés différentes. Mais sur cette parcelle, on a 3 variétés qui sont le Tinsamba, qui est une variété de sorgho, qui est très très bon en valeur nutritive et qui est recommandé pour les éleveurs, parce que puisqu'il s'agit de semences fourragères. Il y a aussi le niébé d'Unanfana, qui est une niébé qui est recommandé aussi pour les semences fourragères. Et il y a aussi le maïs Sotibaka. On a environ 17 variétés de semences qui sont en expérimentation. La journée porte ouverte est organisée grâce au soutien partenarial de l'ASEMA, l'Association sémencière du Mali et l'AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. C'est dans le cadre du projet Amélioration de la résilience des agriculteurs et renforcement de la compétitivité du secteur sémencier. L'un des objectifs de ce projet est de promouvoir les semences résilientes pour permettre justement à nos producteurs d'être encore plus résilients et d'avoir plus de rendement et d'autonomie rurale à leur niveau. Donc c'est dans ce cadre-là, comme c'est la 2e année d'exécution du projet, c'est dans ce cadre-là que Dendé aussi a été choisi pour mettre en place des parcelles de démonstration sur les variétés résistantes et adaptées à nos conditions climatiques. Les impressions des producteurs ont été recensées et dans l'ensemble, ils sont satisfaits
des nouvelles variétés qui ont été démontrées aujourd'hui par la compagnie semencière de DSAS. Donc ces variétés sont non seulement résilientes et puis ont un rendement à hauteur de souhait. Vu la satisfaction des paysans venus à cette rencontre, les initiateurs leur ont demandé de s'intéresser à ces nouvelles variétés de culture à cycle court et à fort rendement. Nous allons continuer dans les champs. Les hybrides de maïs présentés au Centre de recherche agronomique de Sotuba lors de cette autre journée porte ouverte. L'Institut d'économie rurale, IER, veut ainsi mieux expliquer aux acteurs de la chaîne agricole tous les rendements possibles du maïs hybride cultivé au Mali. On va tenter de plus comprendre avec Ibrahim Kaoukonate et Moulay Silibi. D'abord exposer son savoir-faire et optimiser leur rendement. C'est pourquoi les sémenciers, agriculteurs, techniciens et stagiaires en agronomie venant de différents horizons se sont mobilisés en participant à la rencontre d'information et de sensibilisation. C'est pour montrer aux paysans qu'actuellement, il y a des hybrides faits au Mali qui sont plus performants que les hybrides importés et qui sont bien adaptés à nos conditions climatiques. Raison pour laquelle on a invité les paysans à venir voir les hybrides. Il y a à peu près 200 à 400 hybrides ici qui sont disponibles. On a appelé les paysans à venir voir, à faire le choix. Mais ces hybrides ne sont pas vraiment connus par les paysans. Raison pour laquelle cette journée, on va profiter de cette journée-là pour informer tous les paysans, dire qu'il y a des hybrides qui sont disponibles à l'Institut d'économie rurale. L'occasion était bonne pour les participants de découvrir les différents types de variétés de maïs hybrides. Nous apprécions cette journée parce que ça nous permet aussi de vulgariser les variétés, les nouvelles variétés, qui nous permet de développer notre activité à notre tour dans nos entreprises. J'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai vu beaucoup de variétés qui me plaisent beaucoup, telles que des hybrides qui font 2 épis. Vraiment, j'ai vu toutes les variétés. Pratiquement, maïs blanc, maïs jaune, j'ai tout vu. J'ai vu des maïs parents femelles. J'ai vu des parents qui vraiment... Un seul tige peut féconder jusqu'à 2 lignes, 3 lignes. À mon retour, vraiment, le choix va changer. La journée porte ouverte hybride de maïs a permis aux participants de mieux comprendre les atouts des hybrides. Cela afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. On le disait tantôt, résilience, calme, patriotisme, des mots qui trouvent déjà leur chemin dans les esprits des Maliens, particulièrement en ce moment. L'initiative Anjoro en illustre bien la portée. Ce cadre d'échange met les jeunes du Mali au cœur des défis actuels du pays, dénommé Espace sans frontières. Cette fois-ci, le ministre de la Jeunesse, Abdul Kassim Ibrahima Fomba, sans langue de bois, était dans les arrondissements 2 et 7 de la capitale. Le récit de Abdul Karim Kaba. Aujourd'hui, il faut impérativement que les jeunes se lèvent pour faire face aux défis du moment. Il faut donc agir et très vite car le temps est compté. C'est partant de ce constat que le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, a initié le cadre d'échange avec les jeunes du Mali. Un espace qui permet aux jeunes d'être mieux imprégnés de l'actualité afin de mieux sensibiliser à leur tour. Modibo Sango, président CNJ Commune 2. En tant que jeune, ce cadre d'échange nous permet d'abord de discuter avec le ministre sans frontières. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté que la jeunesse est déjà mobilisée. Nous sommes dans la reconstruction du pays. Et si on voit que le ministre descend au niveau local pour venir discuter aux jeunes, ça nous vraiment réconforte et nous donne encore la confiance de soi. Les jeunes sont des acteurs potentiels de ce pays. Et si cette couche se met à la tâche, c'est toute la nation qui en bénéficie. La population bénéficie d'un côté, parce que nous sommes sur le terrain. C'est juste pour faciliter le travail entre les pompistes et la population. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des sélections, que les gens disent que non, celui-là a été servi et non moi. Donc d'un côté, on peut dire que la population en bénéficie un peu. Comme dans les autres lieux, dans le 7e arrondissement, les jeunes s'engagent pour la souveraineté de la nation. Et pour cela, ils comptent se battre. Faut que jeune ka famia niko ibi feke yerata fen do be figa son olumade vraiment anga jamana ay horon dugude ay malion ya malion ay horonde donc ko do be amoko ma soma fene manga soma
gɛlɛya mun bɛ yen an ka lajɛ ni hakili ye an ka ɲɔgɔn bilasira an ka sensibilisation kɛ vraiment maliko la an kan k'an yɛrɛ diri hali n'an bɛ sa an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta a bɛ ka sira min ta an b'a kɔ vraiment hakilina in ka ɲi malgré les difficultés an bɛ ko bɛɛ kɛ ka k'olu coup pour que an ka jamana ka taga ɲɛ. Pour aider la population, les jeunes doivent être au premier rang, d'où l'initiative Espace sans frontières. À travers cet échange, vraiment, c'est l'éclaircissement, le partage d'expériences avec la population. On essaye entre nous, dans les familles, de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent venir en toute sécurité pour venir s'approvisionner. M'inspire davantage en confiance. Et cela appelle tout un chacun, où qu'il soit, d'avoir la détermination, d'avoir la conviction de le dire, nous allons nous en sortir de cette crise temporaire. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est les bras valides de ce pays et nous devrons nous mettre en évidence et au service de la population. Face à la situation difficile du moment, il est plus qu'important d'adopter des comportements. Et les jeunes doivent s'investir, apprendre à bras le corps afin de relever les défis. Et c'est même crucial. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où tous les Maliens, mais surtout les jeunes, doivent continuer à renforcer leur position. Et nous sommes très heureux par rapport aux initiatives qui sont déjà en cours. Mais je pense qu'il faut renforcer encore la position des jeunes, ramener le maximum de jeunes à comprendre que la dynamique du pays demande à ce que tout le monde fasse des efforts et tout le monde pose sa pierre. Et je pense que d'une pierre à l'autre, nous allons pouvoir bâtir la nation que nous voulons. Les défis sont énormes aujourd'hui, surtout par rapport à la situation que nous vivons. Mais je pense que les plus hautes autorités, le gouvernement, est en train de mettre tout en œuvre afin que les Maliens soient dans les meilleures conditions. Mais je pense que pour pouvoir y arriver, il faut impérativement que la jeunesse s'y mêle davantage. La citoyenneté des jeunes au Mali est abordée à travers diverses initiatives gouvernementales et associatives. Toutes visent à renforcer l'engagement, la participation et le sens de responsabilité des jeunes face aux défis actuels du pays. Direction Assouan, en Égypte, où séjournait notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop a participé les 19 et 20 octobre 2025 à la 5e édition du Forum d'Assouan. Ici, il nous donne le bilan de sa participation à cette plateforme d'échange et de dialogue en faveur de la paix et du développement durable en Afrique et dans le monde. Je vous propose de l'écouter. En participant à ce forum d'Assouan, qui est un cadre important pour réfléchir sur les mutations en Afrique et dans le monde, mais en particulier ce qui nous intéresse en venant ici à Assouan, c'est que avec nos frères et amis égyptiens, nous avons préparé ensemble le thème de référence d'une table ronde spécifique dédiée à l'Afrique. Au Sahel en particulier. Et la table ronde qui a été organisée, ça a été un moment important pour nous parce que cette table ronde s'inscrivait dans le cadre de la volonté de l'Égypte d'offrir des espaces de dialogue entre nos pays et d'autres acteurs africains qui puissent permettre de faire passer d'abord les messages pour une meilleure compréhension, une meilleure lecture de la problématique et des évolutions et des mutations en cours dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, marquées par l'émergence de la Confédération des États du Sahel, de voir ensemble les défis qui se posent par rapport à ça, mais surtout de voir les réponses que nos trois États conjointement ont pu apporter, à la fois dans le domaine de la sécurité, avec la mise en place d'une force unifiée, mais aussi au-delà, toutes les opérations conjointes qui sont faites, la mutualisation des efforts en cours sur le plan de la diplomatie, les efforts en cours au niveau de nos trois pays pour pouvoir parler d'une seule voix sur la scène internationale, y compris ici à Assouan, et tous les efforts qui sont en cours
dans le cadre du développement, du renforcement de l'intégration. Les échanges avec les uns et les autres ont permis de reconnaître que le sort de nos pays, le sort de la population de nos pays dépendent de nos populations et de nos dirigeants. Et de reconnaître que l'AES aujourd'hui est une réalité géopolitique. L'Office national de la sécurité routière burkinabé à Banfora, les agents de l'office prennent des récidivistes la main dans le sac après moult campagnes de sensibilisation sur l'interdiction de circuler sur le territoire national de camions hors gabarit. Drissa Traoré, Seouba Mabon, reportage. Route nationale numéro 7. Il est minuit moins le quart ici à Banfora. Localité située à mi-chemin entre la frontière ivoirienne et Bobo-Dioulasso. À cette heure de la nuit, la ville est endormie. Mais attention, des camions de transport de marchandises en stationnement et en file indienne à l'entrée sud attisent la curiosité. Sur place, nous assistons à ces échanges entre le commissaire principal Mahama Kaboré et ce conducteur Ibrahima Traoré qui circule sans ses documents de transport. Est-ce qu'actuellement vous avez vos documents avec vous? Non. Alors, ces engins que nous avons sous la main en termes de dimension par rapport au règlement de l'UEMOA sont en tout cas dans l'irrespect total en termes de largeur, de hauteur et de longueur. Nous sommes arrivés à l'issue de nos investigations que ces camions ont effectivement été contrôlés au niveau du péage de Niangolo. Et après verbalisation par rapport aux fautes, ils se sont soustraits pour se retrouver ici à Banfora. La preuve en est qu'ils ne détiennent pas tous le document afférent à la circulation de leur engin. Les hommes du commissaire principal Kaboré passent au peigne fin les dimensions de ces mastodontes de la route. Longueur, largeur et bien sûr la hauteur, conformément au règlement 14 de l'UEMOA, un règlement entré en vigueur depuis le 1er août dernier. Le constat est sans appel. Ce camion, par exemple, est pratiquement au-delà d'1 mètre de hauteur de la norme autorisée. Tous les autres véhicules interceptés cette nuit-là sont tous hors normes. Tous ces usagers de la route qui sont en déphasage de la réglementation vont subir de plein fouet la réglementation en vigueur. C'est le lieu pour nous d'appeler à tous ces acteurs-là que chacun a intérêt à respecter cette réglementation. Si on constate qu'il y a des acteurs qui se croient tout permis et qui sont dans la récidive, on pourra peut-être même, comme l'autorité l'a dit, pourquoi pas aller à des étapes encore plus sévères, saisir la cargaison. Tout conducteur de véhicule en surcharge devra s'acquitter d'une amende irrélative, puis procéder au transbordement à ses frais dans un délai de 24 heures avant autorisation de circuler. Idem pour les véhicules hors gabarit. Au ministère en charge de la sécurité, l'on veille au grain. Tout agent public ou contrevenant lié d'une manière ou d'une autre à la réglementation 14 UEMOA subira la rigueur de la loi. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger lance une nouvelle application conçue par de jeunes Nigériens. L'application simplifie le quotidien des populations avec de nombreux avantages et facilités. On la découvre avec Nana Mariama Moutari et Amidou Abdoulaye. L'application Kuper, objet de cette cérémonie de lancement, est une plateforme numérique de communication développée par des Nigériens et implémentée au Niger. Elle est conçue pour simplifier le quotidien des Nigériens en matière du numérique. Elle centralise à elle seule les services essentiels du quotidien, à savoir notamment l'actualité en temps réel, emploi et opportunités professionnelles, commerce, messagerie et services sociaux. Aujourd'hui, c'est une page de l'histoire que nous écrivons ensemble. Nous ne lançons pas seulement une application. Nous célébrons la naissance d'une innovation 100% nigérienne, pensée, conçue et développée ici, sur notre sol, par nos compétences locales. Kuper est bien plus qu'une entreprise, c'est une mission. Notre ambition est claire, libérer le potentiel de la technologie pour chaque structure, chaque entreprise et chaque citoyen, en facilitant leur transformation numérique, en simplifiant leur quotidien et en soutenant leur croissance.
Le président de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, HAPDP, Hiro Adamou, et la directrice générale de l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi Anne Rachel, ont chacun, en ce qui le concerne, apprécié à juste titre l'application Kuper, un réseau social conçu par les Nigériens pour les Nigériens et qui bénéficie déjà de soutien de leurs institutions respectives, notamment en matière d'accompagnement pour le respect des normes de sécurité nationale, bref, à contribuer à renforcer notre souveraineté numérique. Au-delà d'une nouvelle application, Kuper est le symbole d'un écosystème numérique national vivant, porté par la créativité de notre jeunesse et par la volonté du Niger de maîtriser ses outils numériques. Notre vision est claire. Un Niger numérique innovant et inclusif où les talents locaux créent des solutions utiles, sûres et accessibles au service des citoyens, de l'administration et de l'économie réelle. Cette cérémonie a été également marquée par une brève présentation de l'application Kuper pour une découverte plus large des merveilles qu'offre désormais cette plateforme aux populations nigériennes. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Asuman Abdou Harouna, n'a pas manqué de faire des propositions pour une nigérisation des systèmes de cette application pour que cette dernière, au-delà du français, puisse avoir ses déclinaisons en langue nationale. Le consul général du Mali à Paris informe la communauté que pour des raisons techniques momentanées, le consulat n'est pas en mesure d'envoyer des messages aux usagers pour notifier la disponibilité de leur passeport. À cet égard, les personnes ayant effectué leur dépôt pendant les dates ci-dessous peuvent se présenter au consulat pour le retrait. Passeport premium 8, 9 et 10 octobre 2025. Passeport ordinaire du 1er septembre au 3 octobre 2025, les intéressés doivent se munir de l'original de leur récépissé de dépôt. Le consul général s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Plus de 15 000 vulnérables âgés, vulnérables filles âgées de 6 à 12 ans ont vu améliorer leur éducation grâce au projet d'appui à la scolarisation des filles dans la région de Ségou, Mopti et Badiangara. L'heure est au bilan et le constat est satisfaisant. Le compte rendu de Maïmouna Doumbia. Mis en place en 2021, le projet d'appui à la scolarisation des filles, PASCOFI, prendra fin en 2026. À moins d'un an de la fin du projet, les acteurs sont réunis pour dresser le bilan de la mise en œuvre du projet. Concrètement, les travaux portent sur les acquis, les défis et contraintes majeures pour trouver des solutions innovantes et assurer sa durabilité au-delà de 2026. Nous souhaitons comprendre en profondeur les défis rencontrés, où le projet a-t-il rencontré des obstacles et pourquoi, les leçons apprises, quelles sont les connaissances et les expériences que nous avons acquises et qui peuvent nous guider pour l'avenir. Dans la région de Ségou, 98% des membres des communautés soutiennent désormais le droit des filles à une éducation sûre, un chiffre qui atteint 97% à Mopti. Plus significatif encore, l'engagement des familles est concret. 82% des parents à Ségou et 71% à Mopti se disent prêts à mettre fin aux pratiques qui entravent l'éducation des filles, notamment le mariage d'enfants, l'exode rural et les travaux domestiques excessifs. J'en passe. Le directeur de l'enseignement fondamental estime que le PASCOFI a permis de promouvoir une éducation inclusive en touchant des milliers de filles. Vos expériences, vos témoignages et vos analyses collectives sont précieux. Ils permettront non seulement de documenter l'héritage de PASCOFI, mais aussi d'éclairer les politiques et les futures interventions en matière d'éducation des filles. Je vous encourage donc à participer activement aux échanges, à partager vos réflexions
et à formuler des recommandations concrètes et réalistes. Le projet PASCOFI, financé par Affaires mondiales Canada AMC, est mis en œuvre par Entre-Aide universitaire mondiale du Canada et ses ONG partenaires dans 206 écoles fondamentales des régions de Ségou, Mopti et Badiangara pour une durée de 4 ans. La Banque nationale de développement agricole BNDA ouvre une nouvelle agence à Badalabougou. Cette nouvelle agence complète à 7 le nombre de représentations sur la rive droite du district de Bamako et une 50aine à travers le Mali. Inaba, Idrissa Traoré, reportage. La Banque nationale de développement agricole BNDA veut se rapprocher davantage de ses clients. Après les agences de Bako Djikrouni et Kalabankoura, elle vient d'ouvrir une nouvelle à Badalabougou. Le bâti se présente comme suite. Au rez-de-chaussée, on y trouve une réception, un guichet et 2 caisses, tandis qu'à l'étage, il y a la salle d'accueil et des bureaux pour l'administration. La BNDA de Badalabougou est votre maison. À mon équipe, j'aimerais leur dire que nous avons du pain sur la planche. Mais je suis sûr que notre engagement, notre professionnalisme et notre esprit d'équipe seront les véritables piliers de cette agence. Depuis 7 ans, leur accompagnement n'a pas fait défaut, malgré le contexte difficile. Donc nous saluons le professionnalisme, la qualité et la disponibilité de leurs ressources. La BNDA ou encore la Banque verte a été créée en février 1981. Son objectif, c'est d'appuyer les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et les jeunes entrepreneurs. Aussi, elle facilite leur accès au financement tout en les accompagnant avec des conseils nécessaires à la réussite de leurs projets. Malgré une conjoncture économique pas de plus favorable, la BNDA injecte chaque année plusieurs milliards à travers le financement des industriels, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et des particuliers. Une part belle va évidemment être accordée au monde rural qui constitue notre cœur de métier. Après la visite des locaux, nous sommes très ravis et tout de suite nous avons constaté que la banque Ali offre des services et technologies modernes. Et parce que nous avons toutes les commodités pour accueillir le client et être à l'écoute du client et satisfaire en tout cas les besoins et les préoccupations des clients. Selon le directeur général de la BNDA, l'inauguration de cette nouvelle agence à Badalabougou répond aux soucis constants de la banque à servir leurs clients juste chez eux. À la date d'aujourd'hui, cette institution bancaire possède une 50aine d'agences au Mali. Tombouctou vibre au rythme de la caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale. Une conférence débat pour parler du thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale. De Tombouctou, la correspondance de Idrissa Goulou Sissoko. À l'occasion des activités de la caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale, une conférence a réuni les participants autour de la thématique héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale. Pour le président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou, sans la paix, point de développement. C'est pourquoi la paix est au cœur de leur démarche. Nous avons décidé de faire venir la caravane à Tombouctou, parce que Tombouctou c'est une ville de paix, une ville de cohésion sociale, une ville pour le vivre ensemble. Au sein du Conseil régional, nous avons initié un grand projet qu'on a appelé la Requipad. La Requipad, c'est la renaissance culturelle pour la paix et le développement de Tombouctou. Nous avons pensé qu'avec cette renaissance culturelle, nous sommes convaincus que nous allons amorcer le développement de la région. Tombouctou est un exemple de ville de paix et de cohésion sociale selon la marraine. Pour qui connaît Tombouctou, pour qui sait ce que Tombouctou a vécu, je crois que c'est une caravane de plus. Une caravane de plus parce que la ville de Tombouctou même est une ville de paix, une ville de cohésion, une ville de culture, une ville de savoir-vivre et une ville de savoir-faire. Al-Fadi étant un ambassadeur de l'UNESCO, l'institution se devrait d'accompagner cette caravane à Tombouctou après celle de Bamako. Nous, en tant qu'institution, pour lui avoir donné le titre d'ambassadeur de bonne volonté, ça veut dire que la communauté internationale reconnaît en lui sa valeur, ses capacités de transmission, ses capacités de cohésion, ses capacités de mobilisation. Ce qui nous réunit aujourd'hui est plus fort que ce qui nous divise. Le thème de cette conférence en dit long.
L'héritage culturel est un facteur de paix et de cohésion sociale. L'année 2025 a été décrétée l'année culturelle par le président de la transition, à savoir le général d'armée Assimi Goïta. Par rapport à l'héritage culturel, je crois qu'on peut le dire ici sans embâche que nos parents ne nous ont pas légué un mauvais héritage culturel. Les deux conférenciers ont entretenu les participants sur l'organisation sociale et religieuse de la ville de Tombouctou qui prône le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. La ville de Tombouctou est ouverte à toutes les ethnies, d'où sa diversité culturelle. Célébration de la Journée internationale de la fille à Ségou, l'ONG Save Children, à travers son projet Nyeleni, invite des jeunes filles à occuper des postes de responsabilité. On appelle cela takeover et ça dure une journée. Amidou Diallo et Bakary Traoré nous racontent. Inviter les jeunes filles à occuper des postes de responsabilité dans les différentes structures publiques et privées, autrement dit Take Over, une initiative de l'ONG Save Children, de la direction régionale en charge de la promotion de la femme en passant par les CAP de Ségou et au bureau de Save Children. Les jeunes filles ont assuré leur poste avec détermination. Les activités se déroulent très bien. Je suis très heureux de cette initiative, surtout le Take Over qu'on vient d'organiser. Imaginez aujourd'hui, on est au bureau des locaux de Save Children. C'est une jeune fille qui prend les rênes du bureau aujourd'hui, qu'elle va prendre beaucoup de décisions. Donc, Save avec son programme Nyeleni, qui couvre le cercle des Blancs, les 17 communes, plus 2 communes de Ségou, qui est en train de faire de très bonnes choses concernant le mariage des enfants. Auparavant, lors du lancement de la célébration de cette journée internationale de la fille, l'ONG Save Children avait organisé plusieurs activités, dont une conférence sur les conséquences du mariage des enfants et les avantages du maintien des filles à l'école. Toutes ces initiatives rentrent dans le cadre de la journée de célébration de la jeune fille. Nous voulons que les jeunes filles soient vraiment les leaders de leur propre vie. C'est pourquoi nous les appuyons pour vraiment réussir ce leadership féminin. Cette journée est l'occasion de plaider en faveur des droits de la fille. Elle vise à porter une attention particulière sur la situation des filles afin de reconnaître leurs droits, d'identifier et corriger les obstacles qui affectent leur plein épanouissement. Ça sera sans doute l'image la plus forte de la semaine, du mois ou de l'année des archives françaises. C'est le départ pour la prison de l'ancien président de la République française. Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris. Ses avocats ont immédiatement déposé une demande de mise en liberté. L'ancien locataire de l'Élysée est condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour son implication dans un système de financement frauduleux corrompu auprès du régime libyen de Muammar Kadhafi pour soutenir sa campagne présidentielle de 2007. Ironie de l'histoire ou du sort, quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy appuyait l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, contribuant à la chute du dirigeant libyen, une déstabilisation majeure dont les répercussions, selon de nombreux experts, nourrissent aujourd'hui encore le terrorisme au Sahel. Le récit d'une matinée d'incarcération qui fera tâche dans les annales françaises, c'est avec Garibou Pérou, en lieu et place de la traditionnelle chronique judiciaire. Ce mardi 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy a franchi les grilles de la prison de la Santé à Paris. Pour la première fois depuis la fondation de la Ve République, un ancien président a franchi les grilles de cet établissement pénitentiaire. Nicolas Sarkozy, chef de l'État de 2007 à 2012, a pénétré la prison pour y purger une peine d'emprisonnement. L'ancien président a été reconnu coupable à la fin du mois de septembre dernier par le tribunal correctionnel de Paris d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. La sentence est lourde, 5 années de prison ferme, assortie de 5 ans d'inéligibilité et d'une amende de 100 000 €. Ce jugement vient clore un long feuilleton judiciaire nourri de révélations, d'aveux fragmentaires et de silences trop bavards. Nicolas Sarkozy a contribué à déstabiliser la Libye et par contre-coup une partie du Sahel, en particulier le Mali et les pays de l'AES, aujourd'hui encore marqué par la crise géopolitique. Ce procès, en vérité, ne fut pas seulement celui d'un homme, mais d'une époque où les frontières du droit se pliaient aux impératifs de puissance. Une demande de mise en liberté a été déposée dans l'urgence. Elle sera examinée dans 1 mois, peut-être moins, mais quoi qu'il advienne, 3 semaines de cellule au minimum. La justice
justice humaine, parfois lente à s'émouvoir, frappe quelquefois avec une force qu'on n'attendait plus. Et dans l'obscurité d'une cellule, un ancien président seul attend que le temps fasse ce que des fois la justice oublie. De la lecture à retrouver désormais dans vos kiosques ce livre intitulé Super Biton de Ségou, l'épopée d'un orchestre légendaire. C'est un ouvrage de Aboubacar Hiros Sissoko, une publication qui retrace la vision fondatrice de Modibo Keïta pour qui l'indépendance s'accompagnait d'une renaissance culturelle. Aboubacar Hiros Sissoko restitue dans ce livre la trame de la politique culturelle nationale tout en célébrant les années de gloire du Biton de Ségou, figure emblématique de la musique malienne. Super Biton de Ségou, l'épopée d'un orchestre légendaire. Également dans vos librairies, l'ouvrage Tourbillon dans un canari de Taki Kanté El Khalil. Ce roman est un récit plein de rebondissements. Il aborde plusieurs thématiques ayant notamment trait à la crise d'adolescence, l'amour, la précarité, le piège des réseaux sociaux, l'orpaillage illégal, la quête identitaire, les tensions entre tradition et modernité, mais aussi le pardon, la résilience et l'espoir. Tourbillon dans un canari de Taki Kanté El Khalil dans vos librairies. Je vous rappelle l'une des informations principales de ce journal. Avant de nous quitter, il s'agit de cette audience accordée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, au groupement malien des professionnels du pétrole. Le GMPP est venu partager avec lui certaines de ses préoccupations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en carburant, et assurance lui a été donnée qu'une porte de sortie sera rapidement trouvée à la crise actuelle. Un grand merci à nos téléspectateurs, particulièrement ceux de Tombouctou, Acharan et Kabara. À demain, 20h. D'ici là, bonne suite des programmes à notre compagnie. Dans une poignée de minutes, les informations météorologiques avec Abdoulaye Keïta. Bonsoir à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies.